T'es venu d'où ce matin, toi, Nivré? Je viens de Bagneux. Oh, ça va, pas Non, trop c'est pas loin. Et toi, Joe, tu viens d'où? Ah bah moi je viens de Paris, mon gars. Formidable. Bouya. Oh, le petit bouillat du matin, bonjour, soyez les bienvenus dans cet épisode spécial de Comics Outcast, aujourd'hui en direct du Paris Manga et Sci-Fi Show. Hey. Petite présentation pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Comics Outcast est un podcast de la plateforme Radio Kawa avec un épisode toutes les 2 semaines pour parler des comics et de tout ce qui les entoure dans la mauvaise foi et la bonne humeur. Moi, c'est Eric, l'animateur de tout ce bazar, et si pour vous aussi c'est la première fois de votre vie que vous êtes debout sitôt un dimanche, vous avez tout mon soutien. À mes côtés, ils sont frais et beaux, ce sont les chroniqueurs de l'émission que je vais laisser se présenter. On commence par tout à gauche, Alex. Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, c'est Petite matinal. présentation. Je crois que je fais partie de la team depuis à peu près 1 an Ouais, et je lis essentiellement de l'indé. c'est pas mal, c'est bien. On va dire bonjour à Sam également. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien réveillé? Bah oui, ça va. Petite présentation. Ouais, et Toi, le petit dernier. je suis le dernier arrivé sur Comics Outcast. Bienvenue. Merci. Et ouais, lis surtout de l'indé, du Hellboy BPR des Mignola Évidemment. Et un peu de Batman aussi. On a également Quetrus avec nous. Salut Eric. Comment ça va? Ça va bien. Présente-toi un petit peu à notre public. Bah Quetrus, fan de comics, beaucoup d'indé, j'adore l'indé, tout ce qui est Mignolaverse. Alors tu dis Ketrus, mais je crois que sur ton badge, C'est Kratus sur mon badge. c'est pas Ketrus Ouais. en fait. Donc est-ce que tu pourrais reprendre ta véritable identité C'est s'il mon te double plaît dystopique en fait. Vous allez en chier. Ok, bah, je t'appellerai comme ça désormais. On a également... C'est vrai, j'ai failli t'appeler autrement. Il m'a fait autrement, ouais. Nivré, Bonjour. comment ça va? Ça va bien. Présente-toi aussi un petit peu. Moi, du coup, je suis arrivée sur le podcast en avril de l'année dernière. Donc, D'accord. c'est presque 1 an. Bientôt 1 an, on va fêter ça. Et on a également Joe avec nous. Oui, bonsoir, bonjour, pardon. Oui, bonsoir. Tu te présentes un petit peu? Je m'appelle Joe, je viens de Paris et je lis des comics depuis que je suis enfant. Je crois qu'il y a un mensonge dans cette phrase, mais ouais. Qu'est-ce que... Non, Paris, mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas vraiment par exemple. On est présent ce matin pour vous parler d'Uchronie et de dystopie dans les comics. Donc c'est 2 courants assez classiques. On va parler de voyage dans le temps, d'un Superman communiste, de monde post-apocalyptique, de robots. Bref, comment les comics servent à étendre l'imagination en créant des mondes alternatifs. On va en discuter avec des exemples plus ou moins connus, mais qui abordent le genre de façon différente. On va commencer par définir les termes. Donc Uchronie, est-ce que quelqu'un peut nous définir rapidement ce que c'est qu'une Uchronie? C'est quand la timeline a bifurqué, je dirais. C'est ça? Voilà, une uchronie en fait, si je ne me trompe pas, s'appuie sur un événement historique Ouais. qui s'est vraiment passé, mais le Ouais. modifie et nous dépeint un monde tel qu'il serait si cet événement historique justement s'était pas produit comme il s'est. Genre si par exemple le Troisième Reich ne s'était jamais écroulé, Voilà. voilà, tout ça se base sur la véritable histoire du C'est monde. ça, tu parles de Seconde Guerre mondiale qui est un élément qui est très souvent repris dans la Ouais. fiction. Moi j'avais pris des trucs un peu plus soft entre guillemets. Genre si Steve Ditko et Stan Lee n'avaient jamais créé Spider-Man, est-ce que Marvel serait ce que c'est aujourd'hui? Et si Toriyama avait jamais créé Dragon Ball, est-ce qu'il y aurait eu Naruto et Bleach? Voilà, c'est des questions tout Par à fait exemple. légitimes que je me suis posées cette nuit. Dans les exemples connus, on parlait de Troisième Reich, il y a le Maître Dieu au château de Philippe K. Dick, Watchmen évidemment, La Servante écarlate. 1984, un des plus connus. Et c'est aussi très fréquent, je pense que vous le savez, dans les séries télé où dès qu'il y a l'introduction du voyage dans le temps, et ben forcément on arrive à l'effet papillon où dès qu'on touche un événement, du coup ça provoque des choses derrière. Donc c'est assez fréquent finalement. Et de l'autre côté, nous avons la dystopie. Enfin, de l'autre côté, c'est très proche, bien sûr. La dystopie, donc un récit de fiction dans lequel une société imaginaire a pour but de rendre malheureux, enfin de ne pas rendre heureux sa société. Donc là, bien sûr, on a Metropolis, ça c'est dans le cinéma. Orange Mécanique, Matrix, Hunger Games, ce genre de choses où voilà, la société est contre les protagonistes. Nous, on va donc s'intéresser surtout à ces 2 aspects, mais à travers les comics, on va explorer le genre. On va tenter de faire un tour de ce qui existe et de ce qu'on voudrait partager en faisant intervenir tout le monde, les lectures qu'ils ont pu avoir dans le passé ou les trucs plus récents que vous connaissez peut-être pas. On va commencer avec les uchronies et les dystopies dans la société, donc tout ce qui change la politique. Est-ce que quelqu'un, par exemple, peut nous parler un peu de V pour Vendetta, qui a connu plusieurs adaptations et qui est aujourd'hui rentré dans la culture populaire?
V pour Vendetta est donc c'est un comics signé Alan Moore, qui est un petit peu un spécialiste du genre, puisqu'il signe une histoire pas similaire, ça n'a rien à voir du tout, mais également une dystopie avec Watchmen, Watchmen, qui est juste en face de moi. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur V pour Vendetta, à part que c'est un récit qui a profondément marqué son époque et qui continue à avoir des effets aujourd'hui sur l'industrie du comics, dans le sens que cette histoire a introduit une notion de dystopie très crédible, très réaliste en fait, où on est dans une société où la force gouvernementale est extrêmement présente, très oppressante. Ça, c'est une des choses qu'on retrouve souvent dans ce type d'histoire. Et le personnage principal, qui est clairement un terroriste et qui place le lecteur dans une position assez ambivalente de est-ce que tu routes pour le personnage principal, qui est clairement un terroriste anarchiste, que donc tu peux éventuellement te sentir un peu coupable d'être de son côté, ou est-ce que tu suis également une autre alternative que Alan Moore te propose, c'est-à-dire celle du personnage principal féminin, qui est à la base présentée plus ou moins comme une victime, mais qui est une victime du peuple, à laquelle on peut donc s'identifier et qui se retrouve entraînée dans cette histoire. Voilà, j'ai l'impression que je suis plus en train de vous faire un résumé de ce que c'est que de pourquoi. On t'inquiète, on va explorer d'autres comics qui rentrent dans ce même thème-là. Est-ce qu'on peut parler de Beach Planet, un comics qui, je crois, il était à Angoulême l'année dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Nivrae, nous dire à quel point justement ça change la société dans ce comics-là? Ouais, je peux en parler un petit peu. Donc du coup, Beach Planet, c'est un comic déjà beaucoup plus récent que V pour Vendetta. On se retrouve dans un monde où les hommes ont pris le pouvoir. Hommes, je parle masculin comparé au féminin. Et en fait, les femmes sont jugées non conformes. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elles sont automatiquement envoyées en prison. C'est vraiment les victimes de ce nouveau monde. Et du coup, Beach Planet, c'est dans le sens planète, en fait, c'est leur espèce de satellite prison où elles sont envoyées. Et elles se retrouvent rassemblées entre femmes. Les hommes les utilisent pour se faire de l'argent. Ils organisent une espèce de tournoi sportif entre femmes. C'est un comics qui est très violent, mais qui a des très très bonnes réflexions sur la femme, la manière dont est jugée la femme. Donc c'est bien sûr une dystopie. On a un monde qui en théorie n'existera jamais comme ça, un peu comme la vision de la femme dans Handmaid's Tale, la série, et le livre. Et donc j'allais rebondir là-dessus. Voilà, c'est vraiment ce genre d'univers. Donc là, actuellement, il y a 2 tomes qui sont sortis en français chez Glénat Comics. C'est vraiment une très très bonne lecture, et pas que pour les femmes. C'est féministe, c'est sûr, mais c'est vraiment pas que pour les femmes niveau lecture. De toute façon, je pense en France, on est assez ouvert pour lire des choses de plein de sujets différents. Joe, tu voulais ajouter quelque chose? C'était pour rebondir sur Handmaid's Tale, qui était une série récente et un roman, bien entendu, qui m'évoquait pas mal l'histoire de Beach Planet, avec des différences évidemment, mais là aussi on se retrouve dans une dystopie assez glaçante où la position de la femme est véritablement mise à mal. En fait, c'est un peu ça dans ces comics, c'est que tu es proche, enfin, tu as une réalité qui est quand même assez proche de toi. Tu sens que, comme dans Handmaid's Tale, de toute façon, tu pourrais basculer vers ça, mais on n'y est pas encore. Donc c'est très très proche de notre réalité à chaque fois. Et V pour Vendetta, c'est un peu le même principe. Souvent, de toute façon, on est ancré dans un monde qui est un peu le nôtre. Souvent, les dystopies, que ce soit en comic books, en roman ou au cinéma ou à la télé, servent un peu de mise en garde et d'une manière de prévenir les éventuels égarements de l'humanité qui nous mèneraient à des situations assez dramatiques comme celles qui sont dépeintes dans ces histoires. Dans une autre gamme, on a un comics qui est assez révéré, qui s'appelle Superman Red Son, avec des prémices assez particulières. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Kratus, pardon. Oui, non, mais s'il te plaît, appelle-le par son vrai blaze. Kratus. Alors, Red Son, on est dans ce qu'on appelle le what if. Donc, est-ce que si quelque chose s'était passé, donc on est dans une dystopie, une uchronie, c'est qu'est-ce qui serait passé si Superman était arrivé en Ukraine et non pas aux États-Unis, quoi. Voilà, donc pas au Kansas, élevé par les Kent. Ce qui se passe, c'est que justement, il va grandir dans cette société communiste en fait, et il va devenir l'arme de destruction massive du bloc soviétique. D'accord. Et donc, grâce à ça, va permettre à la Russie de dominer le monde entier, sauf les Américains. Est-ce que du coup, s'il est arrivé en Ukraine, on peut parler d'Ukraini? Exactement. Oh Merci pour cette intervention.
Cet homme est drôle. Oui, donc il faut imaginer une guerre froide où d'un seul coup, les Russes sortent Superman et leur disent bon bah maintenant les mecs, c'est fini, on arrête de déconner. Et donc prennent le pouvoir sur tout le monde, sauf aux États-Unis et dans une petite île aussi, je sais plus laquelle. Et les États-Unis sont dirigés par Lex Luthor. Normal. Et en fait, c'est typique d'une dystopie qui permet d'avoir des réflexions sur les pouvoirs du monde, les pouvoirs politiques, comment une superpuissance peut utiliser un super-héros qui est en fait une analogie de la bombe H en fait. C'est comme si les Russes avaient eu la bombe H et pas les Américains. Et tous les événements qui en découlent avec... même après la mort de Staline, Superman qui prend le pouvoir et qui commence à diriger le monde. Hélène, tu voulais rebondir? Oui, en fait, ce qui est assez étrange et drôle, c'est que tout à l'heure, on parlait d'Uchronie, où c'est un événement de notre timeline qui a changé. Et quand on parle là de Superman Red Son, c'est pas, par exemple, il n'y a pas eu de Deuxième Guerre mondiale ou Troisième Guerre mondiale, c'est Superman, c'est lui en fait, l'Uchronie, c'est le fait que Superman ne soit pas arrivé à l'endroit où il est arrivé normalement. Donc en fait, dans les comics, il y a deux choses. Il y a des fois, c'est notre histoire réelle qui a été modifiée, ou alors c'est l'histoire qu'on connaît des comics de base, l'espèce de timeline normale du comics. Par exemple, si Batman, en fait, il est plus orphelin, ou ce genre de choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant en plus dans le comics, c'est qu'on a l'univers du comics qui a ses propres uchronies, et des fois, il se base aussi sur notre histoire réelle. Justement, on va avancer sur ce sujet-là. Alex, tu voulais rebondir? Ouais, Red Son a quand même cette particularité de combiner les deux. Ouais. Donc on a l'histoire de base de Superman qui est bouleversée, mais on a aussi du coup cet ancrage dans la réalité avec Staline qui est présent pendant une bonne partie du premier arc en tout cas. Ouais, parce que du coup on peut définir deux types d'Uchronie. Les Uchronies qui sont du type plutôt basées sur la réalité, et dans le cadre des comics, les Uchronies qui sont des Uchronies par rapport à l'univers des comics. Et on a le cas pas mal dans les Batman Metal qui sont sortis il y a quelques temps, de pas mal de versions de l'univers de Batman revues avec différents Batman qui sont passés du mauvais côté. Alors justement, ça m'amène, merci pour cette transition, à ce sujet-là, en fait, ce que certains appellent des méta-uchronies. Flashpoint. Voilà, exactement. Où voilà, le point de départ, comme dans Red Son, c'est le personnage ou l'histoire du comics. On peut appeler ça soft reboot, What If, comme Kratus le disait tout à l'heure, Big Bang aussi. Quel intérêt a-t-il en termes éditorial pour renouveler, rafraîchir toute une gamme? Quand un personnage a une histoire qui est trop riche, parfois il faut repartir à zéro et on recommence. Attirer un nouveau public évidemment, et l'aspect purement commercial de la chose. Dans celle qu'on connaît, donc il y a Red Son bien sûr, il y a des choses qui s'appellent Multiversity chez DC Comics, il y a des événements, des Big Bang comme DC Rebirth. Donc en gros, ils avaient donc une continuité de plusieurs décennies, à peu près 70 ans, et ils ont recommencé quasiment tout en mettant un élément que je sais pas si on peut spoiler l'origine de tout le bordel. Spoil. Bref, Dr Manhattan serait derrière beaucoup d'événements qui sont passés depuis les 10 dernières années dans l'univers d'ici. Et justement, en fait, rétroactivement, il change donc la continuité de l'univers d'ici. Et justement, on explore dans plein de comics différents, avec plein de personnages différents, toutes les modifications qui ont eu lieu à cause de cette intervention. On peut citer, je crois que Kratus, tu parlais de Marvel 1602. Ah oui, Marvel 1602, c'est la transposition de l'univers Marvel classique en 1602. Voilà, après Jésus-Christ. Voilà, après Jésus-Christ. Donc en fait, là, on est sur une uchronie, une méta, comment tu l'as appelé? Méta-uchronie. Méta-uchronie. C'est une uchronie de l'univers Marvel. Et en fait, comme le disait Sam, c'est assez courant. Et la plupart du temps, en fait, les grands éditeurs comme DC ou Marvel ont un univers tellement riche qu'en fait, ils vont via des univers parallèles la plupart du temps, ou juste des voitifs comme Superman Red Son, créer leurs propres uchronies, leurs propres dystopies pour enrichir leurs univers. Alors que par exemple, si on prend Watchmen à la base, c'est une uchronie de notre monde à nous. Voilà, elle se base sur nos événements plutôt que les événements qui ont eu lieu dans le comics. Joe, tu parlais de Flashpoint. Ouais. C'est un autre grand exemple justement de ce type de ce genre de littéraire dans le comics. De méta-uchronie, tu veux dire? Voilà, même de ultra méta. Tu peux de trucs qui servent à introduire des nouveaux personnages, des nouveaux concepts, des nouvelles figurines à acheter. Non mais en vrai, le truc c'est que c'est pas toujours aussi bien fait que Flashpoint, et que on peut clairement saluer le boulot qui a été fait sur cette mini méta-uchronie, on va dire, parce que non seulement la storyline principale était vraiment de qualité, mais en plus de ça, il y a eu
une chier, une palanquée de ce qu'on appelle les tie-ins, c'est-à-dire les micro-séries qui se raccrochent à la série originale, et elles étaient toutes de très grande qualité, en particulier celle de Batman où Bruce Wayne n'était pas Bruce Wayne, que c'était en fait son papa Thomas Wayne. Plein de petites choses comme ça qui à travers le genre de l'Uchronie, redéfinissaient un petit peu les contours de l'univers DC. Et on aurait pu penser que ça allait juste avoir un effet sur cet event-là, Flashpoint, et finalement, encore aujourd'hui, ça a des vraies répercussions sur l'univers DC. Donc je trouve qu'ils ont vraiment bien géré leur truc pour le coup. On a des titres encore plus ambitieux que ça. Déjà, recommencer tout un univers, c'est déjà une sacrée chose en termes d'édition. On imagine les discussions dans des bureaux avec, je sais pas, peut-être 20 artistes, 3 actionnaires en train d'essayer de déterminer ce qu'il faut changer dans notre ligne éditoriale pour attirer de nouveaux publics ou transformer un personnage vieillissant ou justement ramener des personnages qui avaient été utilisés à une époque et qu'on veut remettre en avant comme les Gardiens de la Galaxie, ce genre de choses. On refond tout histoire de remettre tout au goût du jour parce que justement c'est trop ancien. Dans l'ambition, on avait un titre dont on a parlé dans le podcast qui s'appelait Multiversity, qui allait encore plus loin que tout ça. Est-ce que quelqu'un peut essayer de définir? Je sais plus. C'est que c'était tellement complexe. C'était Grant Morrison. En gros, c'était Grant Morrison. Donc en fait complexe et Grant Morrison à part Happy, je crois qu'il a rien écrit et peut-être Close de pas trop complexe. Mais en gros, c'était au-delà d'une redéfinition de l'univers DC tel qu'on le connaît, c'était clairement une redéfinition, une redistribution des cartes du multivers complet de DC Comics et c'est d'ailleurs... On se calme, on arrive tout à l'heure. Ouais, vous inquiétez pas. On fait une petite émission et puis... C'est un event qui a, je crois pas eu le succès escompté parce qu'il était extrêmement dense et complexe effectivement. Et généralement les events sont faits pour rassembler les lecteurs et pour fédérer, et là je pense que c'était un petit peu ça s'adressait vraiment à des lecteurs assidus. Cela dit, ça a tout de même des répercussions puisque l'event Batman et Justice League qui se déroule en ce moment, qui s'appelle Batman Metal, est clairement une sorte d'offspring de ce Multiversity de Grant Morrison, que je conseille néanmoins à tout le monde parce que si vous prenez le temps de vous plonger dedans et de décrypter un petit peu toutes les infos que Morrison distille là-dedans, il y a une vraie remise en question de tout l'univers DC et une réflexion surtout sur à quoi sert cet univers et comment on peut aujourd'hui le rendre prégnant. Ça me fait penser aussi à House of M, l'événement qu'il y a eu dans Marvel où en fait c'est aussi un problème éditorial à la base, c'est qu'il y avait beaucoup trop de mutants, beaucoup trop de séries, ça devenait trop compliqué. Et en fait, ils ont pensé à un petit twist scénaristique qui est la sorcière rouge, donc la fille de Magneto, qui devient un peu folle en fait parce qu'elle a perdu ses enfants. Et dans un chuchotement où elle dit No More Mutants, elle fait disparaître tous les mutants de la Terre ou presque. Et en fait, ça crée justement, pareil, un what if en fait où tu te retrouves avec, par exemple, Spider-Man qui a jamais été mordu par une araignée et qui vit une vie normale avec, du coup, pas Mary Jane Watson, mais l'autre, celle qui normalement... Gwen Stacy. Ce genre de choses. Et aussi, ça crée une espèce de dystopie avec Magneto qui règne un peu sur l'humanité, quoi. Et voilà, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une façon pour les éditeurs de jouer avec leur propre univers, de le rebooter et d'en faire quelque chose de plus riche, peut-être. Tu parlais de What If, il y a une série qui a complètement été dérivée de Marvel qui s'appelait What If, où justement, à cause de ces réécritures, ils ont créé une gamme, je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être un an, enfin un truc comme ça, où ils revenaient sur des moments clés de l'histoire de Marvel et pour en faire un petit titre comme ça. Donc là on avait l'exemple de Spider-Man, mais pareil l'exemple de Captain America, si jamais il avait jamais été découvert dans la glace, il sera encore dans la glace et du coup tous les événements qui suivent derrière, Red Skull et compagnie, auraient provoqué des choses différentes. Donc ils se sont amusés justement, je pense, à prendre cette liberté, tu te calmes, à prendre cette liberté de s'amuser avec leur propre univers justement en se disant mince, ce statu quo il m'embête un peu, il m'empêche de repousser les limites de l'imagination parce que justement les codes sont peut-être un peu trop stricts. Du coup je me permets justement de tout remettre à jour ou bien de tout modifier juste pour le plaisir des lecteurs et le mien. Je pensais à Secret Empire aussi, un comics qui a commencé en 2016 et qui s'est achevé cette année, où on voit que Captain America n'est pas le Captain America qu'on connaît, mais un agent
de Hydra. Donc son adversaire depuis sa création en tout cas. Et là par exemple justement c'est un gros pied de nez à l'histoire du personnage qui a créé un tollé chez les fans. C'est-à-dire que l'artiste à l'origine de cette idée... Jusqu'à ce qu'ils disent en fait oui. Hein. Oui. Ouais. C'est-à-dire au début comme tout fan ils ont fait non. Après ils ont fait en fait c'est pas mal. Give me more. Mais quand même, le mec s'est reçu des menaces de mort parce que justement, ils ont retourné l'orientation en termes d'idéaux de Captain America et ça leur a pas plu du tout. Et jusqu'à la fin, ils ont réussi à essayer de maintenir une espèce de secret quant à la vérité de son orientation entre guillemets, mais jusqu'à la fin, c'est Captain America qui commet des actes atroces, qui est un pur dictateur. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça où justement des auteurs ou des illustrateurs ont voulu modifier quelque chose, à part Tortue Ninja, le nouveau design, qui ont voulu changer quelque chose si profondément que ça vous a révulsé non, mais alors, mais là, on sort un tout petit peu du sujet Uchronie et, oui, non, mais et dystopie, de vouloir changer un personnage. Il y a clairement Frank Miller qui a fait ça dans les années 80 avec le personnage de Batman, c'est-à-dire avec des séries qui étaient considérées comme canon, comme Year One par exemple, qui a clairement totalement modifié, ça peut paraître anodin, mais qui a créé le commissaire Gordon moderne, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si tu veux, le commissaire Gordon, avant, c'était un mec avec sa pipe qui était là, genre, alors Batman, comment vous avancez sur ce projet et grâce à Year One, c'est devenu une sorte de héros badass qui tabasse les criminels à la batte de baseball quand il menace sa vie. Donc ça a vraiment changé ce personnage-là. Et The Dark Knight Returns, qui là en revanche est considéré encore aujourd'hui, si je ne m'abuse, comme hors canon, mais qui dans son traitement du personnage de Batman était tellement radical que ça a finalement eu malgré tout des effets sur la manière dont le personnage a été traité par la suite. Et là je prends l'exemple de Miller sur ses Batman, mais en gros de toute façon entre le milieu et la fin des années 80, d'autres auteurs comme Alan Moore également se sont appliqués à vraiment modifier les codes du comics super-héroïque tel qu'on se connaissait jusque-là et à l'introduire, à le préparer à l'arrivée du comics dans le 21e siècle. Ok. Ce qui va nous y permettre de dire bonjour à Grégo qui vient de débarquer. Hey hey. Bonjour. Comment ça va? Ah oui, je suis très Bien content réveillé d'être là. J'ai dormi 1 heure, je suis en pleine forme. Ça se voit, ça se voit. Bon, en tout cas, content que tu aies pu nous joindre. On va parler d'autres types d'Uchronie et de dystopie. Celles qui, au final, sont peut-être les plus populaires, c'est celles qui ont un tenant scientifique ou technologique ou d'anticipation. Bon, je le mets dedans, mais c'est pas tout à fait dedans, mais voilà. Avant que quelqu'un vienne me cracher dessus. Il y a un comics qu'on aime beaucoup ici, je sais pas s'il a un micro, non il n'a pas de micro, qui s'appelle Descender. Je pense que beaucoup de gens ici l'ont lu. Est-ce que quelqu'un veut en parler? Il y a un mec qui voudrait en parler, mais il est derrière, il est planqué lui donner le micro. On va en parler d'un autre alors. Tokyo Ghost du même artiste. Est-ce que quelqu'un a lu Tokyo Ghost? Je me suis arrêté assez rapidement, je suis désolé. Ouais. Ça m'a un peu. Parlons-en, pourquoi? Pourtant, j'adore. Sean Murphy, c'est un des artistes que je révère le plus. Ouais. Snyder est un auteur qui me passionne, mais j'ai trouvé que sur cette collaboration, il y avait quelque chose qui ne s'était pas fait. C'est-à-dire que généralement, dans une dystopie, il y a forcément quelque chose, une chose à laquelle en tant que lecteur j'arrive à me rapprocher, qui me permet de me dire ouais ok, cet univers-là j'y crois, j'arrive à m'identifier, j'arrive à me placer dans la peau d'un citoyen de cet univers. Et ça rend la chose soit grisante, soit glaçante, mais ça provoque véritablement des émotions. Tokyo Ghost, peut-être que j'ai pas assez avancé, parce qu'il paraît que dans la deuxième moitié ça décolle vraiment, mais ça restait très très hermétique pour moi, et pas dans le sens hermétique parce que complexe mais il y avait quelque chose de vraiment, qui m'a un petit peu laissé sur le bord de la route malheureusement. Le point de vue dystopique du coup dans Tokyo Ghost, c'est on a une société qui est basée avant tout sur les médias et par les médias, dans un monde complètement corrompu. La police est gérée par les médias et par des technologies qui sont implantées dans les gens, qui font voir des écrans partout, qui mettent de la pub. Et on a du coup cet univers qui est complètement vissé, avec de gros gérants qui veulent détruire un petit peu tout ce qui est bon dans l'humanité. Et on a donc un flic et sa compagne qui sont pris là-dedans. Et sa compagne, elle, est anti-technologie. Elle voudrait aller se réfugier donc à Tokyo, où subsiste la dernière cité sans technologie, qui a complètement
couper court à toute technologie et qui a un champ de magnétique qui empêche toute technologie d'entrer. Et les manias des médias ont décidé de pénétrer ça par du coup ce flic et cette nana qui aimeraient rejoindre l'univers utopique. Du coup, on a les deux mondes complètement affrontés, celui de la dystopie et celui de l'utopie. Il y a un autre, c'est pas un comics, du coup c'est une bande dessinée, mais bon, on la met dedans. Je sais plus son origine, je crois que c'est français. C'est français. C'est français, ça s'appelle les Brigades Chimériques. La Brigade Chimérique. La Brigade. Et là, c'est. J'ai un peu potassé le truc et c'est plus appelé une allégorie fantastique qu'une uchronie. Et j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, les super-héros naissent dans les champs de bataille de 14-18, en fait, avec les gaz, les rayons X, etc. On est dans un univers où, en fait, contrairement au steampunk, où c'est la vapeur qui a révolutionné technologiquement le monde et on est un peu bloqué dans une époque victorienne, là, on est dans un univers qu'on appelle radium punk. D'accord. Où c'est le radium qui permet des avancées technologiques, etc. Et ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est que justement, de 14-18 au début de la Seconde Guerre mondiale, on est dans une uchronie donc, où les super-héros ont aidé sur les champs de bataille de 14-18. Le bloc soviétique est en fait dirigé par un robot. Les nazis sont contrôlés par le docteur Mabuse, etc. Et en fait, cette uchronie assez limitée dans le temps va s'arrêter à la fin du roman, et je vous dis pas pourquoi, et va s'arrêter à 39, où en fait on reprend le cours de notre histoire classique. D'accord, donc quand même une grosse parenthèse. C'est marrant, c'est une petite parenthèse, ouais. Et où les protagonistes sont en fait des gens, des figures historiques comme Marie Curie, sa fille, etc. On a des uchronies / dystopies dans lesquelles les actions de l'homme ont provoqué des cataclysmes, comme par exemple dans qu'est-ce que j'ai mis The Wake, et j'ai mis. Je crois qu'il y a Grégo qui avait très envie de te couper la parole avant. Ah, tu veux me couper la parole? Je me permets de te couper la parole pour lui parce qu'il est loin, il se sent matin. Il vient d'arriver, il a envie de dire des trucs. Je voulais voir si on pouvait couper la parole en live aussi et pas que dans le podcast, parce que je sais pas si le son est très bien et si on peut. Si, ils nous entendent bien, je crois. Vas-y, bon. coupe. C'était juste pour préciser que la Brigade Chimérique c'est français. Ouais. Voilà, donc Cocorico, et c'est pas un comics à proprement parler, voilà. mais c'est vraiment un super titre, donc qu'on recommande. Vive. Merci Grégo. Les comics Pas de rien. français. Je recouperai la parole. Ouais, je pensais dès que je pourrais. Je parlais des catastrophes naturelles naturelles. Avec la main de l'homme qui appuie largement. Je pensais à The Wake, l'eau, ce genre de choses. Quel titre on n'a pas évoqué encore? Why the Last Man. Why the Last Man. Clairement. Où je sais toujours pas pourquoi. Parce que j'ai pas fini. Je sais pas pourquoi. Il y a plus qu'un homme, mais j'ai pas fini encore. Ah oui, d'accord, ok. Je me disais, je sais pas pourquoi on le met dans ce genre. Bah si, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Why the Last Man? Vas-y, parce que je sais que tu es fan. Why the Last Man commence avec, donc c'est un comics de Vaughn. Ryan K. Vaughn. D'une prémisse dans lequel, en fait, tous les hommes, à un moment donné, meurent, sauf un. Ce qui transforme la société. Et donc, c'est notre monde, hein, ça se passe vraisemblablement aux États-Unis. Il ne reste plus que les femmes, et donc les femmes doivent s'organiser pour vivre sans hommes. Et donc ce dernier homme est traqué, soit pour volonté de vouloir faire des études sur lui, soit pour le tuer, parce que les femmes elles sont très bien comme ça. Et la menace de la présence d'encore un homme présente pour certains groupuscules des risques. Et du coup, c'est l'épopée de ce pauvre homme qui essaie de savoir pourquoi, comment et comment il peut survivre face aux hostilités de groupuscules qui donc souhaitent le décortiquer ou le tuer tout simplement. Plus de quand ça date? Je crois que c'est mi-2000. Oui, voilà, c'est ça, début des années 2000. Et du coup, c'était assez long, hein. C'est une longue écriture. Tu l'as lu, toi, il y a 8 TPB, un truc comme ça, 6 tomes. C'est assez riche. C'est conséquent, c'est vachement bien, d'ailleurs je le conseille. C'est un comics en plus qui est assez abordable. Si on veut faire découvrir le comics à quelqu'un, ça peut être une bonne porte d'entrée. Why the Last Man. Ouais, c'est une super porte d'entrée, ouais. Et c'est vraiment une uchronie canon en plus, parce que ce twist-là permet justement, comme la plupart des uchronies, comme 1984 ou ce genre de choses, de poser des questions sur la société, cette société un peu trop patriarcale. C'est assez d'actualité encore aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment l'uchronie canon qui prend notre monde, qui la transforme avec un twist et qui va pousser les réflexions jusqu'au bout. On peut vite faire revenir en arrière rapidement si on veut prendre ce micro. En fait, Grégo voulait parler de The Age of Apocalypse dans la saga Marvel, dans les X-Men.
C'est semblable à ce que peuvent faire d'autres éditeurs, mais il y a quelques particularités. Est-ce que tu peux nous en parler, Grago? Oui. Bonjour. Oui. Age of Apocalypse, oui, très 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 bon crossover des années 90. Culte, oui. Des séries donc X, alors des séries X-Men. C'était un crossover, je crois, qui avait duré pas loin d'1 an et qui avait pour point de départ en fait la mort de Charles Xavier, tué par son propre fils Légion, et la prise du pouvoir en Amérique du Nord de Apocalypse, du coup. Ça a entraîné que tous les mutants étaient traqués, que Magneto devenait le chef des X-Men, et en fait on avait une revisite. Et qu'il était même tellement choqué par la mort de Xavier qu'en fait il reprenait son rêve un petit peu, c'est-à-dire que plutôt que de devenir le Magneto qu'on connaît, c'est-à-dire anti-humain et pour l'extermination des humains et la prévalence des mutants, qui était devenu une sorte de Magneto un peu entre deux, qui avait été choqué par la mort de son meilleur ami et rival, et qui du coup était devenu avait repris son rêve en main et avait monté l'école, quoi. Voilà, un Magneto sympa. Ouais. Sympa mais ultra badass aussi. Mais tellement. Parce que la grosse force de ce crossover, c'est qu'on avait une revisite de tous les personnages en version un petit peu post-apocalyptique, puisque ils souffraient énormément de la mainmise d'Apocalypse sur toute l'Amérique du Nord, et les X-Men étaient obligés de vivre cachés, et du coup on avait droit à des versions vraiment jusqu'au boutiste qui n'hésitaient pas à tuer, et chacun Wolverine qui n'avait qu'une main. Wolverine était manchot. Il disait manchot le pépère, quoi. Meilleure version de Wolverine. Il était tellement badass. Et donc moi je me souviens, en tant que jeune lecteur, ça m'avait énormément marqué, et c'est là que je me suis dit waouh, c'est vraiment dans cette façon de revisiter sa propre histoire ou de réécrire son propre univers que Marvel peut vraiment trouver une vraie liberté de ton. Et du coup, j'en garde un super souvenir, et je recommande à tout le monde de lire ce crossover. Et moi, à l'époque, ça avait coïncidé, du coup, après ce crossover-là, j'avais eu du mal à reprendre l'univers normal, et j'avais fini par faire une pause Marvel. Ils avaient même fini par renvoyer, parce que c'était Légion donc qui avait assassiné son propre père Xavier dans Age of Apocalypse, et ça avait tellement foutu le bordel qu'au bout d'un moment ils ont fait un autre event où ils ont envoyé Bishop pour empêcher Légion de tuer son père, et finalement il tuait Légion, et comme ça tout redevenait comme c'était exactement avant, ou presque, alors que finalement effectivement l'univers de Age of Apocalypse avait eu beaucoup de succès, quoi. T'avais pas envie d'en sortir. Et pour la petite anecdote, on rattrape un peu l'actualité de Marvel, puisqu'il y a 2 ans maintenant, avec Secret Wars, ils nous ont refait un petit peu ce genre de grosses refontes, de grosses uchronies, avec cette fois-ci tout leur univers, sur un gros event qui a duré trop longtemps. Enfin, trop longtemps dans le sens éditorialement, ils ont dépassé leur délai, mais c'était excessivement cool aussi, et ça se passait au sein d'un Battle World où on pouvait notamment retrouver le monde d'Age of Apocalypse, mais aussi de l'équipe X-Men des années 90, etc. Et ça, c'était un super crossover aussi. Et encore une fois, l'intérêt, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie richesse d'écriture à chaque fois, il y a une vraie liberté dans ce qui arrive aux personnages. On peut voir des personnages mourir, on peut en voir d'autres évoluer un peu différemment. Et pour moi, c'est toujours les parties les plus intéressantes des univers, surtout Marvel, que je connais bien. C'est tout ce qui est réécriture, uchronie, univers parallèle, c'est mon truc. Voilà. Sam, tu voulais nous parler de l'eau ? Ouais. Attention, oui. pas l'eau, pas L-E'-A-U, on a déjà fait la blague. Tellement bien. L-O-W, l'eau. Alors je vais pas trop revenir sur l'histoire, parce qu'il a été chroniqué dans l'épisode 9 de Comics Outcast. Ouais, c'était il y a 12 ans. Ouais. Mais je vais plus vous parler du côté dystopique, parce que je l'ai trouvé très intéressant sur le sujet, parce qu'il met plusieurs points en avant. Donc c'est Stell Kane, donc une maman dont le mari a été tué et les filles enlevées par des pirates. Et ça se passe dans un futur très lointain, où le soleil a grossi plus vite que prévu, et le monde s'est mis à être irradié. Et du coup, toute la race humaine est allée s'installer dans des cités sous-marines. Okay. Donc dans plusieurs cités, et chacune des cités a son mode de fonctionnement. La Stell, du coup, protège son monde, mais à bout de souffle. Ouais, ils sont tellement isolés qu'ils sont obligés d'adapter vraiment chaque nation. Là, très rapidement, on se rend compte qu'il n'y a plus d'oxygène dans leur cité, et qu'elle va finir par mourir, et plus personne n'a d'espoir. Les sénateurs finissent par faire des grosses orgies pour passer le temps avant de crever. Voilà. C'est ce que je ferais aussi, hein.
Mais chacune des deux filles se retrouve du coup dans deux autres cités. Une cité qui est corrompue, qui a été prise d'assaut par les pirates. Et du coup, on a un univers totalement monarchique et complètement basé sur la mort et sur des jeux de gladiateurs, sur un univers complètement détruit et basé sur la destruction. Et on a un autre univers où l'autre fille d'Ella a été envoyée. C'est un système qui est plus basé sur un mode de vie, comment dire, pas capitaliste, le contraire communiste. D'accord, oui, ça c'est pas Mais dans un monde où l'espoir est interdit parce que l'espoir est dangereux, l'art est interdit parce qu'il donne de l'espoir et on tue tous les récalcitrants à tout cet univers. Et en ça, c'est très intéressant. Et le personnage de Stell, donc le personnage qui est principal, elle est du coup à l'opposé de tout ça puisqu'elle vit sa vie sous la religion de l'espoir. L'inverse total. Voilà, l'espoir recrée le monde et permet de s'en sortir selon elle. Et elle est en constance mise à mal dans cette religion et dans ce mode de vie. D'accord. Et c'est plutôt sympa, je crois que ça continue encore. C'est génial, oui, ça continue, ça sort toujours, c'est magnifique, les dessins sont très très beaux. C'est tellement beau. Greg Tocchini, je crois. Ou Exactement, ouais. C'est du absolument Remender. à tomber par terre. Si vous voulez, on a ramené les comics parfois dont on parle, vous venez feuilleter, il n'y a pas de problème. Hein. On Alex, touche avec les yeux, hein, par contre. Hein. Voilà. Alex, vous voulez nous parler de Old Man Logan, Old Man Logan, ouais. un personnage assez populaire. Maintenant. Oui. Il Bah, est devenu populaire. Ouais. Alors, Old Man Logan, c'est une histoire de Mark Millar, où on se retrouve dans une terre Marvel où les États-Unis sont divisés Enfin, on a divisé les États-Unis entre des fractions qui sont gérées par les méchants. Donc, les méchants ont en tout cas pris le contrôle des États-Unis. Et on retrouve un Logan plutôt vieux, donc d'où le nom. Qui a rangé ses griffes, qui a une famille et qui vit sur le territoire des descendants de Hulk. Il me semble que c'est d'ailleurs des descendants qui sont nés d'une relation avec She-Hulk, donc relation un peu incestueuse. Et ce Wolverine va se retrouver à devoir de l'argent aux descendants de Hulk et à devoir protéger sa famille. Donc il va partir dans le fond de la trame est vraiment dans un univers assez désertique, assez sale. D'ailleurs, de toute façon, avec les méchants au pouvoir, c'est plutôt l'apocalypse, on va dire, sur tous les États-Unis. Et il va partir en voyage avec Hawkeye. Un Hawkeye, on va peut-être pas tout spoiler, mais bon, un Hawkeye un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Et ils vont partir dans un road trip à travers les États-Unis pour essayer l'un et l'autre de sauver leur famille. Donc on peut considérer que par rapport à notre thème, c'est du dystopique complètement. Et de l'Uchronique d'ailleurs, parce qu'on se retrouve dans un univers qu'on est censé connaître, avec les territoires par exemple sont gérés par les méchants, on les connaît, il y a le Caïd, il y a Dr Doom, je sais plus les autres. Red Skull. Bon, en tout cas, on a les personnages qu'on connaît qui sont mis dans un contexte complètement différent. Certains ont des descendants comme Hulk et certains agissent plutôt pour le bien. Et du coup, on est dans cet univers qui met les protagonistes principaux dans des situations plutôt malaisantes, on va dire. C'est un de ces comics qui m'a particulièrement touchée parce que du coup, on retrouve un Wolverine qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il me semble qu'il a beaucoup de mal à sortir ses griffes et la première fois qu'il les sort, c'est une planche qui est juste tellement folle. Avec, on retrouve ces vieilles griffes, pas les griffes en adamantium, il me semble d'ailleurs, et c'est les os. Donc un comics qui m'a bien plu et ce côté dystopique et uchronie permettent de le mettre dans une situation où on a toujours le vieux bourru, mais il a une famille, mais il a quand même des attaches, mais il est dans une situation vraiment inconfortable. Donc c'est ça l'avantage pour moi des uchronies et des dystopies. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, c'est ça l'avantage, c'est de sortir nous de notre zone de confort tout en restant avec des encres qu'on connaît. Et d'explorer des choses. Et bien sûr, si vous avez eu l'occasion de le voir l'année dernière, c'est le film Logan qui prend énormément d'éléments de ce que Alex vient de dire. Et merci pour cette
conclusion, parce que c'est un peu ça. Je voulais vous demander, voilà, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimez dans les uchronies, dans les dystopies qui vous font aller vers ce titre? Est-ce que quand c'est clair, quand c'est bien dit, par exemple comme chez Marvel, on change tout, ou d'ici bien sûr, on change d'univers, est-ce que ça vous attire, ou est-ce que justement vous vous laissez porter plutôt par ce genre d'histoire quand elles arrivent? Ce que j'aime en particulier, c'est quand on sort un héros de son histoire, de son monde. Donc c'est pour ça en particulier que j'aime beaucoup Superman Red Son, c'est que tu prends un personnage que tu connais très bien son histoire, tu le vois partout, et que tu détruis cette image pour en reconstruire une autre. Et c'est ça qui m'intéresse en particulier, c'est aussi parce que c'est des arcs et des histoires qui sont plus courtes. Là actuellement, si tu veux te mettre à lire du Superman, t'en as pour des années et des années de publication, mais toutes ces uchronies, en fait, c'est toujours des petites parties, c'est quelques issues, c'est au pire 1 an pour les plus grandes, mais la plupart du temps, c'est vraiment des histoires à part que tu peux lire comme ça. Et c'est ça que j'aime énormément. Et c'est là où ça m'accroche, c'est que tu prends un héros que tu connais, que tu as toujours entendu parler, et hop, on te le met dans une autre version. La version Captain America en Hydra, c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que on te sort le personnage que tu connais, on te le met dans une autre mentalité, une autre histoire. Et c'est là où ça devient intéressant parce que t'as pas besoin non plus de connaître par cœur tout ce qui s'est passé avant. Et tu as une autre histoire et vraiment une autre vision du personnage. Et après, pour la partie dystopie, je suis une grosse mangeuse de dystopie, tout ce qui est film, tout ce qui est série. Et du coup, côté comics, j'aime bien parce que c'est très visuel, c'est très proche de nous, mais il y a cette surcouche de super-héros. Donc de base, c'est pas notre histoire parce qu'il y a des super-héros et malheureusement, même malgré tout ce qu'on croise dans le salon, j'ai l'impression que c'est pas des vrais. On sait jamais. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu es dans un monde post-apo futuriste où tout le monde est triste, mais c'est toujours cette présence parfois super-héroïque ou pas. Hein. Il y a des comics sans super-héros, je sais. Joe, tu voulais rebondir? Oui, il y a une dystopie vraiment, vraiment intéressante dont j'aurais souhaité parler rapidement parce que beaucoup de gens la connaissent mais ne savent pas qu'elle a une particularité, c'est Judge Dredd. Donc Judge Dredd, c'est un personnage qui a été créé en 1977 par John Wagner en Angleterre dans la revue 2000 AD, qui est un peu une revue de comic books purement britannique. Et le personnage de Judge Dredd donc évolue dans un monde dystopique, c'est-à-dire une mégapole, Megacity One, qui a été érigée sur la majeure partie du nord-est des États-Unis après une apocalypse, une guerre nucléaire. Donc on est clairement dans une dystopie avec tous les codes, c'est-à-dire une oppression gouvernementale, une surpopulation, des citoyens qui sont soumis à des règles plus ou moins fascisantes, mais étant donné que tout le monde a vraiment pété un câble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu respecter l'ordre. Donc ça, ce sont les juges qui appliquent la justice dans la rue, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois juges et bourreaux et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont masqués un peu comme... Voilà. Yeux, ouais. Et donc la particularité de ce comics qui existe depuis 1977, c'est que contrairement à la plupart des autres comics qu'on lit, c'est-à-dire Batman, Superman, les comics Marvel, où les personnages ne vieillissent pas depuis 75 ans, Judge Dredd se déroule en temps réel. C'est-à-dire que ça a été créé en 77, il s'est passé, je sais pas, faisons le calcul rapidement, mais une quarantaine d'années. Et Judge Dredd a aujourd'hui 70 piges. Il continue et le personnage a été véritablement transformé, enfin lui en tout cas a énormément évolué au fil des années, et je trouve que même si évidemment ça peut paraître un peu énorme aujourd'hui de se dire oh là là, ok, il faut que je revienne sur 40 ans de Judge Dredd pour comprendre un petit peu l'évolution de ce personnage, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir pris le parti de faire évoluer cette dystopie pour constater comment cette société telle qu'on la découvre en 77 évolue et s'adapte aux modes et aux tendances qu'on a pu traverser nous dans notre univers, et les transforme et modifie profondément son personnage principal qui n'a pas eu besoin d'être rebooté pour changer complètement d'identité à travers les âges. C'est vrai que le parti pris de garder un personnage et de le faire vivre à notre époque, à part lui, je connais pas beaucoup de gens qui se disent ah bah le mien il est mortel, hein, il va vieillir et mourir. Alex, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, mais c'était surtout pour réagir à ce que Nivray a dit tout à l'heure, par rapport au fait que quand on prend un super-héros et qu'on démolit son carcan, on va dire, on a souvent des histoires courtes et qui sont accessibles par tout le monde. Mais justement, moi je trouve que le point positif de ces récits, c'est aussi qu'on prend pas mal d'éléments pour ceux qui sont vraiment, vraiment très fans et qui ont tout lu. Il y a pas mal de petits points qui vont faire des rappels à des événements que, bon, alors les néophytes n'auront pas,
mais qui vont faire plaisir aussi à ceux qui sont là depuis des années et qui vont retrouver certaines choses et on change un peu tout. Et du coup, c'est ça qui est cool aussi avec ces petits récits. C'est des petits récits qui peuvent inclure les gens, les néophytes, mais aussi un plus grand nombre de personnes avec ceux qui sont là depuis des années, qui vont juste être contents de me retrouver des éléments un peu partout. Excellente conclusion. En fait, ça, c'est excellente conclusion. C'est ce que je dis à chaque fois que quelqu'un finit une phrase pour être sûr de pouvoir... Parce qu'il faut qu'on avance, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Ton secret. Excellente transition. Merci à tous. Merci à tous. Merci d'avoir fait Et à le très déplacement, bientôt. oui. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. On n'a pas eu de reco d'Adrien. Ça aurait été Jeff Lemire. Pourquoi tu dis dans le micro? Parce que comme ça, il enregistre. Ah, est-ce qu'Adrien enregistre encore?